Bonjour tout le monde. Merci d'être si nombreux aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Je me présente, je suis Diana Ortega, je suis consultante chez Publicis Sapient France et je voudrais aujourd'hui vous parler sur l'importance d'écrire du code lisible. Et pour aborder le sujet, je vais utiliser certains concepts de la psychologie. Je vais commencer à faire une introduction et un contexte sur ce que je vais parler. Je vais parler sur la mémoire à long terme, sur la mémoire de travail, et comment quand on écrit, on lit du code, tout ce qu'on lit et écrit rentre dans la mémoire. Et à la fin, je vais finir par les modèles mentaux. En tout cas, je ne suis pas psychologue. Je suis juste un développeur back-end qui veut comprendre comment les décisions qu'on prend tous les jours orientées pour les bonnes pratiques craft marchent. En plus, je veux comprendre aussi comment les cerveaux des développeurs fonctionnent pour, comme ça, pouvoir mieux transmettre toutes ces pratiques, toutes ces bonnes pratiques à mes collègues. Et pourquoi est-ce que je pense que c'est important? Bon, d'habitude, on arrive sur des projets qui ont déjà une base de code existante. On lit beaucoup de code. En 2013, en effet, la quantité de lignes de code calculées dans tout le monde, c'était de 1 trillion. Et d'après les dernières surveilles de Octoverse, il y a plus de 190 millions de projets dans GitHub. Et beaucoup de ces projets sont des projets open source. Alors, si je veux aussi participer au projet open source, je dois lire et potentiellement écrire du code qui sera lu pour des autres. En effet, c'est estimé que 90% du travail d'un développeur consiste à lire du code. Et probablement, si vous êtes des développeurs comme moi, vous avez peut-être constaté que quand vous allez écrire ou lire du code, vous ne pouvez seulement vous fier à votre mémoire. Il faut utiliser d'autres peut-être capacités qu'ont tous nos cerveaux pour pouvoir mieux comprendre tous ces codes. En plus, la plupart des logiciels sont développés par des équipes. Et c'est important parce qu'à certains moments, il faut générer comme une sorte de mémoire collective entre tous les membres de l'équipe. Essayer de comprendre les codes que les autres ont écrits. Et comme ça, potentiellement, on sera plus productif dans le futur. Bon. Je voulais vous dire une chose, cette présentation est un peu interactive. Je m'attends un peu de participation de votre partie. Pendant toute la présentation, je vais vous montrer des bouts de code dans de différents langages. Java, Scala, Go. Mais ne vous inquiétez pas, c'est du code très simple. Et si vous savez coder un jour dans vos vies, vous allez probablement comprendre les codes. Et pour nous réchauffer, je vais commencer avec un premier test pour vous. C'est un code écrit en Scala. Les règles sont simples. Je vais afficher un code pendant 10 secondes. Et à la fin, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Allez, on y va. Allez, de combien de paramètres ou variables vous vous rappelez? Qui se rappelle, levez la main, qui se rappelle de plus de 11 noms de variables ou paramètres? Là, j'ai vu quelqu'un qui a levé la main, mais c'était une question piège. Il n'y avait que 11 variables là. Qui se rappelle entre 7 et 11 noms de variables? 7? Ah, mais vous savez noter, c'est pas juste. Et qui se rappelle entre... Bon, en effet, si vous vous rappelez entre 7 et 11, c'est très bien. C'est-à-dire que vous avez une très bonne mémoire. Et qui se rappelle entre 2 et 6 noms de variables? Allez. 2, 6, 3... Voilà, oui, c'est la plupart parmi vous. En tout cas, je vous félicite à tous parce que ça veut dire que vous êtes des personnes avec une mémoire en très bonne santé. Et il y a quelqu'un qui se rappelle que d'un seul nom ou d'aucun? Bon,
c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que probablement vous n'êtes pas trop concentré aujourd'hui et que probablement vous allez avoir besoin d'un peu de café une fois cette talk finisse pour aller participer ou continuer à participer de la conférence. En effet, tout ça pour vous dire qu'il y a un concept qui existe qui s'appelle les nombres magiques. C'est quoi ça? Bon, d'après la recherche, ce sont des recherches faites dans les années 50 par un monsieur qui s'appelle George Miller. C'est la quantité d'informations que le cerveau peut faire face avant que la confusion ne s'installe. Ce chiffre avait été estimé à 7 dans cette époque-là. En effet, en 2012, ça a été challengé, tout ça, et Gordon Parker, il avait trouvé que c'était plutôt 4 plus ou moins 2. C'est-à-dire, c'est la quantité d'informations que nos cerveaux peuvent garder à certains moments, quand la mémoire à court terme. Et bon, il y a encore certaines discussions par rapport à ça, pourquoi c'était 7, pourquoi c'était 4, mais pour les effets de cette présentation, on va dire que c'est 4, c'est ça que c'est accepté aujourd'hui, 4 plus ou moins 2. Je vais continuer avec un deuxième test à nouveau pour vous. Les règles sont les mêmes que les codes précédents. Cette fois-ci, c'est du code Java. Et je vais afficher le code pendant 10 secondes et à la fin, je vais vous poser quelques questions. Allez, prêt? Oui? Allez. De quelle variable vous rappelez? Est-ce que quelqu'un se rappelle de plus de 6 variables? Oui? Ah, cette fois, c'était plus simple, non? Cette fois-ci, c'était beaucoup plus simple parce que je vous ai dit, j'ai fait appel à votre mémoire à long terme, à votre expérience. Je vous ai donné un contexte. Probablement, vous vous rappelez parce que si vous avez fait dans l'école géométrie, par exemple, vous savez que c'est un volume et que ce sont peut-être les caractéristiques d'un volume en 3D. À ce moment, de quelle variable vous rappelez du premier test? Il y a encore quelqu'un qui se rappelle au moins de 5 variables du premier test? Non? Vous voyez? Nos cerveaux ont des limitations. À la fin de cette talk, vous allez probablement vous rappeler encore des variables que je viens de vous montrer du deuxième test. Et nous avons des capacités dans nos cerveaux pour essayer de faire face d'augmenter, d'améliorer la capacité de nos cerveaux pour traiter ces petits chiffres qu'on a regardé tout à l'heure, que c'était 4. En tout cas, si vous avez vu le dernier test, le dernier code, il y avait une méthode que probablement à la fin, vous pouvez ou pas rappeler comment ça s'appelle. Mais le plus important, c'est que si cette méthode est bien nommée, il n'y aura pas de confusion si vous avez une fois constaté qu'est-ce que fait la méthode et vous pouvez l'utiliser dans les autres méthodes. Nous avons vu comment pouvoir augmenter la capacité de nos cerveaux en utilisant la mémoire à long terme. Et si vous êtes des développeurs Java, peut-être pas expérimenté, et vous avez vu le dernier bout de code que je vous ai montré, et vous pouvez me dire à quoi servent les mots-clés public, statique, void. Et si je vous demande, vous pouvez me dire, ah oui, une méthode main sert à telle et telle chose. Mais probablement, si vous êtes des développeurs Java, vous n'avez pas remarqué la petite coquille qu'il y avait dans les codes précédents. Et je vais vous la montrer. La méthode que j'ai mise là, ce n'était pas main, c'était mien. Et c'est normal. Parce que d'un côté, j'ai essayé de détourner votre attention de ça, en grissant un peu et en mettant les points de focus sur une autre méthode. Et en plus, c'est aussi votre cerveau que vous a triché aussi. Et vous avez lu mien, mais votre cerveau a choisi de lire main.
parce que vous avez l'expérience en Java, parce que vous savez que la méthode doit s'appeler main. Ça nous indique que la mémoire à court terme et la mémoire à long terme ne sont pas des deux choses séparées, ce ne sont pas des choses décorrélées. En effet, sont liées. C'est comme si la mémoire à court terme, c'était le cache de notre mémoire à long terme. Et, en effet, on peut faire appel à notre mémoire à long terme, à nos expériences, pour pouvoir écrire ou lire un meilleur code. Mais pas seulement comme je vous ai montré, il y a aussi autre manière à faire. Et pour cela, bon, je vais vous tester encore. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus simple. Je vais vous montrer encore un code Java. Et on a 3 options. Et vous allez me dire, pour vous, c'est quoi la meilleure option? Je sais que cela dépend. Cela dépend de qu'est-ce qu'on veut, mais pour vous, c'est quoi la meilleure option en termes de lisibilité pour ce que fait ce code? Juste parcourir une collection et afficher dans la sortie standard les contenus, les éléments de cette collection. Qui vote pour la option A? Qui vote pour l'option B? Qui vote pour l'option C? OK. Bah, comme je dis, ça dépend. Je ne suis pas ici pour juger ou pas. Mais pour moi, c'est mieux la première option. Et je vais vous expliquer pourquoi. Imaginons qu'on débarque en Java aujourd'hui. On n'est pas des développeurs confirmés, on juste commence à comprendre le langage. On voit ces lignes de code. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a les mots-clés forts, alors on sait que c'est en boucle. On va boucler sur quelque chose, probablement, je ne sais pas, on ne sait pas. Avec la notation Java et tout ça, on voit qu'on déclare une variable char de type string. Voilà. Et bon, avec ces notations, on parcourt la collection de char, d'une liste, d'une collection qui s'appelle char, et on met chaque élément de cette liste dans la variable char. Voilà, vous avez compris le code et vous avez fait tout un processus mental pour le comprendre. À partir de maintenant, comme vous commencez à vous débarquer en Java, vous commencez à utiliser cette notation. Après un certain temps, vous débarquez sur une chose pareille et vous dites, ah, c'est un langage connu, je reconnais ça, je n'ai plus besoin de faire tout ce processus mental pour comprendre ce que fait la ligne, je juste vais itérer sur la liste de chars et en plus, je connais le type de char que c'est bon, string. Alors, ça est devenu connu, c'est devenu quelque chose que vos cerveaux reconnaissent avec votre expérience. Pourquoi? Parce que c'est du code qui va aux standards, peut-être un code idiomatique. Prenons l'exemple avec la dernière option, l'option C. Et imaginons que vous êtes des experts en Java. Vous regardez ce code et vous devez faire tout le processus mental. Pourquoi? Parce que ces lignes, c'est super compliqué. Vous devez venir, regarder les int, i0, je déclare la variable, je l'augmente à 1, et ce truc au milieu, c'est super compliqué. Il me faut peut-être même noter quelque part pour faire l'analyse parce que c'est super compliqué. Ça, ce n'est pas du code idiomatique. Et c'est pour ça que ça ajoute complexité et de la charge mentale à nos cerveaux. Heureusement, on peut utiliser des standards de code idiomatique et des patrons, les patrons de conception qu'on sait tous. Et le meilleur de ça, c'est que ça existe dans tous les langages. Par exemple, en Java, on peut utiliser comme ça. Si on va utiliser des fonctionnalités plus fonctionnelles, un langage plus fonctionnel, on voit un flat map et on sait qu'est-ce qu'il fait. Et en Go, par exemple, pour la déclaration d'un enum. Et même si vous n'avez pas la définition de votre fonction, seulement en lisant le nom de ces fonctions, vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça implémente, un patron builder. Oui. Alors, pourquoi ça marche? Parce que nos cerveaux sont des machines à reconnaissance des patrons.
Nos cerveaux essayent tout le temps d'essayer de faire la connexion des points. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, des visages où ils n'existent pas, parce que nos cerveaux essayent toujours d'aller à quelque chose qu'on connaît. Comment on peut utiliser cette caractéristique du cerveau pour nous aider à écrire ou lire un meilleur code? Bon, c'est simple. Utilisons ce qu'il existe, les patrons. Utilisons les codes idiomatiques. Faisons la séparation par couche dans nos projets, mais comment se fait dans la communauté? Comment on nous dit les patrons? On doit utiliser aussi les standards du langage. Mais pour pouvoir faire tout ça, il faut connaître le langage qu'on utilise. Il faut s'exercer et s'exercer. En plus, dans les projets, on peut aussi faire des choses. On peut standardiser le nombre de variables. Est-ce qu'on va faire tout en anglais, tout en français, par exemple? Aussi dans le nombre de méthodes, dans le nombre de packages, dans le formatage du code, dans l'interaction entre les services. C'est très important de le faire d'une seule manière dans tous les projets et, si possible, comme se fait dans la communauté. En tout cas, il y a des compromis à faire. Parfois, écrire un code lisible, et ça peut, dans des questions beaucoup plus complexes, ça peut entraîner des problèmes. Quand on a besoin d'avoir beaucoup plus de performance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas peut-être faire. Mais ça, c'est rare. Et en tout cas, ça, comme on a dit, ça dépend du problème et de chaque développeur. Avec la création de standards dans le projet, l'utilisation de quelque chose standardisé qui s'est écrit dans un document, ça ne suffit pas. Il faut aussi automatiser. Il faut aussi aider le cerveau des développeurs pour les aider à ne pas se tromper. Si la plupart des langages ont un outil de FMT. Vous pouvez aussi vous en servir de linter, des analysateurs de code statique pour Java ou Scala, pour vous aider à automatiser toutes ces règles qui sont déjà définies dans la communauté et dans vos propres projets. Avant de continuer, est-ce que vous vous rappelez encore des variables du test 2? Oui? Bon, comme je vous ai promis, à la fin de ce talk, vous allez encore vous rappeler. Dans la plupart de la littérature qu'on trouve sur le sujet, la mémoire au court terme et la mémoire de travail sont traitées indifféremment. Pour cette présentation, j'ai pris la décision de parler de la mémoire à court terme juste comme un système de stockage, et je vais parler de la mémoire de travail comme quelque chose de plus large, où appartient la mémoire à court terme, mais comme la mémoire de travail, c'est aussi la façon comme le cerveau organise l'information à l'intérieur de cette mémoire. Est-ce que vous vous rappelez de ce chiffre? C'est le nombre magique. Ça semble un petit chiffre, on dit, OK, nos cerveaux sont très limités, 4 c'est très peu. Mais on va voir comment on peut faire de ce chiffre quelque chose de beaucoup plus puissant. Et pour faire ça, je vais vous proposer à nouveau un quatrième test. Cette fois-ci, c'est du code Go. Si vous n'avez jamais fait du code Go, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Allez, on y va. Je vais vous montrer 3 bouts de code pendant 3 secondes à chaque fois, et vous allez me dire que fait ce code. Allez, 1, 2, 3, que fait ce code? Quelqu'un? Une salade? Bon. Allons-y, vous êtes prêts? On va essayer à nouveau. 1, 2, 3, que fait ce code? Une salade de fruits, non. Bon. Essayons encore une fois. 1, 2, 3, que fait ce code? Est-ce que c'est plus clair? Qui pourra me dire vraiment que fait ce code?
Je vois une main levée, deux mains levées, c'est déjà mieux. Quelqu'un par là. Bon, comme on n'a pas de micro qu'on peut passer, je vais vous faire confiance peut-être. Bon. En tout cas, vous avez vu, en effet, les 3 fois, c'était le même code. C'est juste que c'était organisé différemment. Et c'est quelque chose d'important qu'on apprend, c'est que les espaces sont aussi du code. Pourquoi? Parce qu'ils nous aident à regrouper les idées. Et là, la première fois, on avait beaucoup d'idées, 11 lignes, peut-être plus. Et la dernière fois, on n'avait que 3 idées. Là, on a regroupé et on a pu mettre dans nos cerveaux les 4 éléments qu'on pouvait faire face à ce moment-là. On peut regrouper aussi de différentes manières. Déjà, on peut séparer les idées à l'intérieur d'une méthode avec des espaces. Et chaque méthode, c'est important que chaque méthode implémente très peu d'idées. L'effet d'avoir des méthodes courtes, ce n'est pas quelque chose qui a sorti comme ça, c'est juste parce que ça nous aide à mieux comprendre les codes. On a une mémoire limitée, alors il faut limiter la quantité d'informations qu'on donne à chaque fois. Et il faut utiliser aussi les éléments du langage, comme les interfaces ou les classes. Il faut utiliser aussi des packages. Il faut faire très attention au nom parce qu'un mal nommage, ça peut créer aussi de la confusion. Ça, ce sont les antipatterns cognitifs. Et il faut aussi éviter d'avoir un grand package utile parce que là, on casse tout le regroupement qu'on est en train de faire. Un grand package utile, ça devient comme un repository poubelle où on met tout et n'importe quoi et à la fin, on ne trouve rien et ça ne sert à rien. Bon, super. On a tous les bonnes pratiques, tous les éléments pour pouvoir écrire un meilleur code. Vous pouvez partir et sortir d'ici, ah oui, je suis prêt à écrire un meilleur code, beaucoup plus lisible. Mais ce n'est pas encore le cas. En effet, le projet, c'est comme si on aurait un grand mur, plein de code, et les écrans de nos ordinateurs, c'est comme une petite fenêtre, comme une petite lanterne, où on a la vision juste d'un petit morceau de ce code. Et à partir de ça, on doit se faire l'idée de tout ce qui est fait tout et partout. Là, c'est là vraiment qu'on commence à voir qu'on a vraiment besoin de surpasser ces limitations que nos cerveaux et faire quelque autre chose pour essayer de comprendre tout ça. Je vais vous expliquer comment ça marche. Quand vous lisez du code, vos cerveaux font beaucoup plus que lire du code. Ils exécutent aussi le code à l'intérieur de vos cerveaux. Ça s'appelle tracing. Imaginons que ça, c'est votre mémoire à court terme, et là, vous avez le focus d'attention. Et vous allez lire le dernier code que je vous montrais. Alors, il y a la première ligne, le premier groupe de lignes qui rentre, et là, il rentre à votre mémoire. Il y a une deuxième chose qui arrive, ça rentre encore à votre mémoire, c'est un petit groupe, ça va. À nouveau, vous continuez à lire du code et à exécuter, savoir qu'est-ce qu'il fait. Et imaginons, bon, c'est quelle heure, je ne sais pas quelle heure est-il, mais c'est déjà après-midi, on vient de prendre le déjeuner, peut-être qu'on peut me fatiguer, alors on va dire que notre capacité, c'est de retenir 3 choses. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une 4e chose qui rentre et on commence à oublier les choses qu'on avait lues avant, les codes qu'on avait lus avant. À ce moment-là, on peut avoir la tentation de commencer à écrire. Et c'est une très bonne chose parce que là, on est en train d'élargir notre mémoire. On est en train d'ajouter un petit buffer, que c'est la feuille de papier, pour pouvoir continuer à stocker l'information qu'on peut commencer à oublier. Alors, on continue. Voilà, il y a une autre chose qui arrive, un autre code, une fonction qui arrive, qu'on doit comprendre, plus de code qu'on oublie. Et imaginons que, paf, le téléphone sonne. Et pouf, tout est disparu de notre mémoire d'attention. Et ça, c'est très grave. Et dans l'année 2014, il y a eu un psychologue qui s'appelle Takao Nakagawa qui a étudié qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des développeurs
quand il y a des interruptions. Il a trouvé que seulement 10% du temps, un développeur est capable de reprendre son code en moins d'une minute après une interruption. Et la chose est encore plus grave parce qu'il a trouvé qu'il y a un moyen pour revenir à l'état où on était avant de l'interruption. Ça prend à peu près 15 minutes. Pourquoi? Parce que nos cerveaux ont besoin de remplir la mémoire à court terme avec tous les éléments qu'on avait pour arriver à l'état où on était. En plus, nos cerveaux, ça veut dire que nos cerveaux ont besoin d'un temps de réchauffement et un temps de refroidissement aussi. C'était comme si c'était un muscle qu'on allait l'exercer. Comment on fait pour améliorer ça? Bon. D'un côté, il est nécessaire de limiter la dispersion de notre attention. On peut le faire de plusieurs manières. Une manière, c'est essayer d'avoir un compromis entre réduire la quantité d'interaction de mon code et avoir mon code dans un seul endroit, pour ne devoir parcourir tout, comme je vous ai montré tout à l'heure dans l'image qu'on a vue. C'est-à-dire qu'il faut faire un compromis entre la largeur de mon code et la profondeur de mon code. Peut-être un compromis entre avoir du code spaghetti ou des abstractions nécessaires. En tout cas, il n'y a pas une réponse là. Ça dépend de chaque développeur, ça dépend de vous. C'est vous qui devez faire le compromis et devez faire l'arbitrage quand vous faites les codes. Une autre manière, c'est réduire la charge cognitive. La charge cognitive, c'est la quantité d'informations qu'on doit vraiment analyser pour que ça rentre dans notre mémoire à court terme. Et on sait comment ça augmente la charge cognitive, et c'est très connu. Je vous présente une manière d'augmenter la charge cognitive. Peut-être que vous le reconnaissez là. Ça, c'est la liste des codes SML, listée par Martin Fowler dans son bouquin Refactoring. Ça augmente la charge cognitive. En plus, tous ces codes SML, de la même manière que les méthodes longues, ça montre potentiellement des problèmes structurels dans les codes. Et pourquoi le code SML augmente la charge cognitive? Ça dépend du code SML. Par exemple, le fait de dupliquer la ligne de code, ça empêche à nos cerveaux de faire une bonne division du code, parce qu'on va voir le code sur plusieurs endroits. Et une liste longue de paramètres, ça surcharge votre mémoire de travail. Et les codes SML, comme je dis, ça augmente la charge cognitive, mais aussi les antipatterns cognitifs, parce qu'ils causent aussi la confusion. Un antipattern cognitif, c'est par exemple avoir une méthode qui s'appelle getInt, et que si vous allez voir l'implémentation de cette méthode, vous trouvez qu'en plus d'obtenir l'identification ou peu importe, il va aussi stocker sur une base de données. Et voilà. Et bon, on a parlé déjà sur la mémoire à long terme, sur la mémoire de travail et tout ça, et c'est bien, mais il y a aussi la manière comment nos cerveaux peuvent résoudre les problèmes. Ce sont les modèles mentaux. Et c'est la manière, si je vous pose un problème, vous vous imaginez une solution, et ça c'est le modèle que peut-être vous savez, peut-être que c'est bon ou pas. Je vais vous poser un exemple. Et si vous arrivez dans un projet où vous traitez des voitures, pour quelque raison, il vous dit « il faut afficher les marques des voitures ». Probablement, vous commencez à vous faire une solution de ce problème dans vos cerveaux, dans le langage que vous êtes plus habitué. Imaginons que vous faites du Scala. Alors là, vous êtes en train d'imaginer que vous avez une case class avec des voitures, avec tout ça, et que vous savez faire une map pour pouvoir sortir la marque de cette voiture. Est-ce que c'est un modèle fort? On ne sait pas. Comment on sait que c'est un modèle fort? Bon, si à fur et à mesure que les besoins évoluent,
notre modèle est encore une solution pour le problème, c'est-à-dire est un modèle fort. Et sinon, bon, il faut que le modèle évolue et c'est complètement normal aussi. Et pour voir comment on peut créer des modèles forts, je vais vous faire un nouveau test. Cette fois-ci, il n'y a pas de code. Et la petite histoire, c'est que dans les années 80, il y a eu un psychologue de Princeton, Philip Johnson Laird. Il a fait des tests. C'est le premier qui a étudié et a écrit un bouquin sur la mémoire de travail et les modèles mentaux. Et il a étudié tout ça. Il a mené des tests à personnes anormales pour essayer de voir comment on peut construire ces modèles. Et j'ai pris un de ces tests et je l'ai adapté pour voir pour pouvoir voir ici les points. Je vais vous demander de vous imaginer un set de tables. Tout le monde imagine, il y a une assiette, il y a une cuillère et il y a une fourchette. Et je vous dis, la cuillère se trouve à droite de la fourchette. Vous avez imaginé déjà ça? OK. Qui a imaginé les 1? Qui a imaginé les 2? C'est quoi le bon? En effet, il y a un qui est bon. En effet, il y a qui est bon, mais ici, il n'importe pas, parce que je ne vous ai pas donné assez de détails pour la création de votre modèle. Et c'est ça qu'il a trouvé, que pour pouvoir créer des modèles forts, il faut aider votre mémoire de travail. Comment? En incluant le plus de détails possible dans votre modèle. Si vous êtes assez minutieux avec comment trouver ces détails, c'est-à-dire vous allez probablement construire des modèles plus forts. Et comment on fait ça dans les projets qu'on fait? Bah, il faut connaître le métier. Il faut connaître ce qu'on fait, il faut connaître les domaines. Et le modèle peut être n'importe quoi. Peut-être un diagramme d'état qui nous aide à comprendre un système. Peut-être un diagramme d'architecture de code qui peut nous aider à comprendre aussi les codes. Mais les modèles ne sont pas nécessairement techniques. Ça peut être aussi une architecture faite dans une serviette pendant le déjeuner pour expliquer à un collègue comment marche quelque chose. Et l'effet d'écrire les modèles, c'est bien parce que ça nous aide à partager les modèles, à créer une sorte de mémoire collective aussi, et il nous aide à réduire la charge cognitive aussi. Ça marche pour des petits problèmes, mais le plus cool de tout ça, c'est qu'en informatique, on nous a donné les outils pour créer les modèles pour des projets beaucoup plus grands. Par exemple, on a les DDD. Et ces frameworks nous aident à créer toute la conception de ces modèles. Il nous dit, bon, il faut connaître les domaines, il faut avoir un langage partagé, il nous donne des patrons aussi pour implémenter. Super cool, les architectures hexagonales aussi. Et le mieux de ça, c'est qu'on crée aussi la mémoire collective pour que tout le monde partage un modèle les mêmes modèles. Et même si vous n'utilisez pas DDD, vous pouvez utiliser aussi ces outils pour pouvoir générer des meilleurs modèles pour appliquer dans vos projets. Une des choses que vous devez faire, surtout quand il y a de nouveaux arrivants dans vos projets, c'est séparer l'apprentissage du domaine de l'exploration des codes. Faire les deux en même temps, ça ajoute de la charge cognitive aux nouveaux arrivants. Et bon, il faut comprendre que quand on a conçu un système, on a commencé par apprendre les domaines et ensuite par les construire. Ça devrait être à peu près pareil pour les nouveaux arrivants. Et pour nous aider à coder notre modèle, bon, on a aussi des outils comme les Test Driven Development, que bon, c'est super bien parce que ça réduit aussi la charge cognitive. On ne doit pas se rappeler à chaque fois de qu'est-ce que fait chaque morceau de code, ça c'est déjà codé et c'est testé à chaque fois.
bien, on est prêt à lire et écrire un meilleur code. Et on a les outils pour pouvoir le faire. Mais bon, en tout cas, il y a toujours des choses qu'il faut prendre en compte. Et pour cette fois-ci, je ne vais pas vous tester. Cette fois-ci, c'est juste un exemple que je vais vous faire. C'est du code Elixir. Si je vous montre ce code, peut-être que vous connaissez ou pas Elixir, peu importe. Si je vous montre ce code, c'est un peu compliqué à comprendre en Elixir. Je veux dire pas comprendre, c'est très basique, mais je vais vous dire pourquoi. Si vous n'êtes pas développeur Elixir, vous traduisez ce code, la première partie, vous faites la création d'une méthode, vous faites la modification d'une table qui s'appelle article, etc. Et à la fin, bon, peu importe ce qu'il fait au milieu, mais à la fin, vous faites un execute, create, index, Là, vous mélangez deux types d'abstractions. Quand vous mélangez les abstractions, c'est-à-dire Elixir et SQL, vous devez générer plusieurs modèles. Là, vous avez un modèle pour le code, et le deuxième modèle que vous avez, c'est pour la base de données. Ça ajoute de la charge mentale. Ce sont beaucoup de choses plus pour se rappeler. Bon, comment réduire la charge cognitive? Un code lisible déjà, un code avec un modèle fort. Il faut éviter les dépendances cycliques et les codes SML. Éviter de mélanger les abstractions et aider votre mémoire en écrivant. C'est toujours une bonne idée d'écrire. On arrive à la fin de cette présentation. En conclusion, peut-être que vous avez entendu cette phrase de Ken Beck, make it work, make it right, make it fast. Quand on dit make it right, on parle aussi de lisibilité. Nous avons une charge cognitive limitée, c'est de 4 plus ou moins 2, mais on peut mieux exploiter ces petits nombres. Comment? En ayant de la cohérence dans nos projets, en regroupant notre code, en essayant de chercher l'équilibre, de faire les bons trade-offs, avec des modèles mentaux forts et avec l'analyse. Il faut reconcevoir à chaque fois les codes et refactorer à chaque fois. Pour finir, de quelle variable vous rappelez du test 2? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui se rappelle des variables de test, du deuxième test? Oui, je vous avais promis. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, je vous laisse un peu de références pour la présentation. Et merci beaucoup.